Bonjour, aujourd'hui la première partie du dernier chapitre du thème corps humain et santé, donc du dernier chapitre de l'année. Nous allons parler motricité, ça vous connaissez déjà, vous avez déjà pas mal de données. La volonté, donc on va faire intervenir l'encéphale. Là c'est un petit peu nouveau, donc nous allons plus travailler là-dessus, et la plasticité cérébrale que vous avez déjà abordée avec le programme de l'an dernier, mais nous le garderons pour la fin, ça sera la dernière partie du chapitre. Alors, le système nerveux central, c'est l'encéphale et la moelle épinière. La moelle épinière, on en a déjà parlé, donc on va plus s'accorder à parler, on va plus parler aujourd'hui du système nerveux central. Donc là, une petite animation qui vous montre l'encéphale dans sa totalité, et j'ai prévu un schéma anatomique que l'on va pouvoir légender ensemble. Donc ça c'est une coupe sagittale en plein milieu. Nous avons deux hémisphères cérébraux. Alors ces hémisphères cérébraux ont la particularité d'être pleins de sillons, on dit des circonvolutions, des plis, et nous venons de voir la cellule musculaire, si vous vous souvenez, qui est pleine de plis aussi. Donc l'avantage de ces hémisphères circonvolutionnés, c'est d'avoir une surface importante. On augmente la surface des hémisphères sans pourtant augmenter le volume de la boîte crânienne. Les souris, par exemple, ont des hémisphères complètement lisses, donc elles ont moins de surface corticale. C'est important puisque c'est dans ces plis, dans cette surface des hémisphères que se localise l'essentiel de nos neurones, les corps cellulaires. Donc plus cette surface est grande, plus on a de neurones. Donc deux hémisphères cérébraux avec des sillons dont je viens de vous parler, un cervelet, et l'intérieur de notre encéphale est creux. Il est creux et il est rempli d'un liquide, le liquide céphalorachidien, qui circule à l'intérieur, ici, et qui descend dans la moelle épinière, ici, en son centre, enfin pas tout à fait au milieu, c'est le canal de l'épendyle, le petit trou que vous aviez dans les coupes de moelle épinière précédemment. Une limite, puisque sous cette limite, vous avez la moelle épinière, au-dessus, vous avez le fameux bulbe rachidien dont vous avez probablement parlé en classe de seconde. J'aimerais préciser, surtout, et on le voit très bien dans l'animation, que toute cette partie-là, non, je fais une erreur, comme ça, voilà. Donc ce que j'ai représenté en rouge ici, ne fait pas partie du cerveau. Puisque vous parlez souvent du cerveau, le cerveau c'est le reste. Ce sont les hémisphères cérébraux et la partie creuse. Enfin, c'est la grosse partie creuse. Toute cette partie-là, le bulbe, le pont de Varol, le cervelet, ne font pas partie du cerveau. Mais l'ensemble constitue l'encéphale. Donc là, l'animation le montre bien. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui fait pas partie du cerveau. Tout ce qui est jaune-beige, c'est le cerveau. Mais l'ensemble constitue l'encéphale. Donc à la limite, voilà, ma petite limite en pointillé, excusez-moi, c'est pas très... Tout ça, c'est l'encéphale, alors que en dessous, on a la moelle épinière. Donc nos deux centres nerveux. Je vais poursuivre. Toujours sur cet encéphale, nous recevons des tas d'informations, donc nous percevons des tas d'informations sensorielles, issues du milieu extérieur, mais aussi issues de l'intérieur de notre organisme, ce qui suppose que nous possédons énormément de récepteurs sensoriels. Des récepteurs, les organes des sens, ça va, oui, vous connaissez. Qu'est-ce que l'on a vu? On a vu les corpuscules de Pacini qui sont logés dans la peau, donc qui sont plutôt des mécanorécepteurs, puisqu'ils sont sensibles à la pression. Mais notre peau est aussi pourvue de récepteurs aux sensations thermiques, puisqu'on perçoit les variations de température, donc des thermorécepteurs. Il y a les récepteurs de notre rétine, que vous avez dû voir l'an dernier, qui sont des photorécepteurs, sensibles à la quantité de photons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les récepteurs que nous avons sur la langue, les papilles gustatives, qui sont des chimiorécepteurs. Ce sont des cellules sensibles. Les papilles regroupent des cellules sensibles aux molécules chimiques. Tout comme dans notre nez, il y a des chimiorécepteurs. L'oreille interne l'oreille est un récepteur particulier. Il y a deux types de perception. La perception auditive,
donc des sons, des vibrations, avec toute une série de mécanorécepteurs qu'on a dans la cochlée. Et pratiquement logés au même endroit, nous avons un système de récepteurs toujours aussi mécanique qui nous permet de percevoir la gravité et de nous positionner dans les 3 directions de l'espace. Donc ça fait beaucoup d'informations. Puis bien sûr on a des chimiorécepteurs et des mécanorécepteurs, aussi des thermorécepteurs à l'intérieur de l'organisme qui nous permettent de percevoir le fonctionnement en partie de nos organes. Donc le cerveau reçoit beaucoup d'informations qu'il doit traiter et répondre en conséquence. Donc ce traitement de l'information, vous l'avez aussi abordé en classe de première, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Le fait de recevoir une multitude d'informations, de les analyser, de les comparer à notre vécu et de réagir en conséquence. Donc de déclencher éventuellement une réponse motrice. Dans une deuxième petite partie, la cartographie du cortex, puisque ça c'est intéressant de savoir où les informations arrivent, comment elles font pour partir. Donc là, vous avez un encéphale humain, le cervelet, le départ de la moelle épinière, et on voit un petit peu une partie du bulbe. Ici, vous avez le sillon principal. Vous en avez un autre latéral ici, qui nous permettent de nous repérer dans l'espace, comme ici. On a représenté ici un cerveau, on a délimité un cerveau gauche, avec le sillon principal ici, il y en a un autre qui remonte un petit peu, on le verra dans le schéma suivant, et on a demandé à un individu, un sujet, de pratiquer certaines opérations mentales. Ce sont des images de tomographie, on a déjà parlé tomographie, on a parlé tomographie sismique précédemment. Donc la tomographie est une technique médicale qui a été utilisée aussi dans les sciences de la Terre. Donc on utilise les mêmes outils. Alors, bien entendu, ça donnera des informations, des images colorées en fausse couleur qui vont matérialiser l'activité de certaines zones du cerveau. Donc plus c'est rouge, plus c'est actif. Et plus c'est bleu pâle, moins c'est actif. Les zones inactives sont en noir. Donc ici, la personne écoute. Ce sont des mots entendus. Elle écoute. Donc on a toute la fonction auditive qui est repérée ici. Ce qui est assez logique, c'est au voisinage de l'oreille. Donc ce sont cette partie-là de l'hémisphère qui est en activité. On distingue 2 zones. Vous avez dû voir l'an dernier, quand vous avez fait la vision, qui est représentée ici. Là, la personne est en train de lire, elle voit des mots. On a toujours une partie des informations, les informations brutes qui arrivent dans une zone particulière. Donc si j'avais un œil à représenter, je pourrais le mettre à peu près par ici, et les informations vont arriver de manière brute ici, dans une aire qui traite, où aboutissent ces informations, et ensuite ces informations sont reprises et traitées par rapport à notre vécu. C'est exactement la même chose dans cette aire. On a ces 2 zones, donc une aire primaire et une aire secondaire, une aire d'association où on compare nos informations au vécu. Oui. Ici, dans ce troisième enregistrement, la personne parle. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que parler, c'est une action motrice. Donc, on localise ici l'aire motrice. Donc ici l'aire visuelle, au niveau du cortex occipital, là au niveau du cortex temporal l'aire auditive, enfin les aires auditives, et ici on a l'aire motrice, puisque quand on parle, puis vous avez aussi une petite partie de l'aire auditive qui est en action, puisque quand on parle il faut s'entendre pour pouvoir parler. Les individus qui naissent sourds à la naissance, donc ne peuvent pas parler parce qu'ils ne s'entendent pas. Donc là, vous avez la motricité. Pour parler, il faut faire bouger la mâchoire, les lèvres, la langue. Donc ça correspond à toute cette zone-là. Et ici, vous avez le centre moteur du langage, un centre très important. Donc là, on ne peut pas parler d'aire comme je disais tout à l'heure, une aire de projection, une aire primaire et une aire d'association ici. Dans la dernière activité, la personne réfléchit, pense. Donc ça, c'est
la grande fonction de notre lobe qui est situé au niveau du front, lobe frontal. Donc voilà pour cette première cartographie. Vous avez une petite animation sur le site Biologie en Flash. Et nous allons essayer de remplir ce document en coloriant les différentes zones. Vous reconnaissez le cervelet, le départ de la moelle épinière. Ici, le sillon principal longitudinal, le sillon central ou sillon de Rolando. Sillon central, c'est très bien. Ici, j'ai mis en surépaisseur la scissure de Sylvius ou sillon latéral, que l'on repère un peu dans tous les documents. Le lobe frontal, qui nous sert souvent comme point de départ de la pensée. Le lobe occipital, propre à la vision, que j'ai représenté en 2 couleurs, donc l'aire visuelle primaire et l'aire visuelle d'association. Ici, l'aire motrice dont on a parlé tout à l'heure avec le langage. L'aire sensitive, c'est là qu'arrivent toutes les informations sensitives, aussi bien issues du milieu extérieur que de l'intérieur de notre organisme, avec une localisation approximative de l'aire gustative. L'aire auditive, avec ces 2 zones, toujours l'aire primaire et l'aire d'association. Une aire particulière qui correspond à la compréhension des mots. Et j'ai mis aussi, approximativement l'aire olfactive, je suis pas très sûre de mon coup. Et l'aire de Broca, celle qui est le centre moteur du langage. Peut-être un petit peu plus haut, enfin bon, à peu près ici. Donc voilà pour cette petite cartographie des différentes aires sensorielles et motrices, j'aurais dû mettre et motrices, de notre cerveau. Alors, pour le programme de terminale, l'aire motrice, l'aire sensitive, l'aire visuelle, oui. Bon, éventuellement l'aire auditive, c'est pas très difficile à localiser. Les autres sont vraiment super, c'est vraiment du plus. Alors, pour cartographier ce cortex, là je vous ai mis une coupe de cortex, on voit bien la substance grise ici en beige, et la substance blanche qui est restée blanche, et c'est dans cette substance grise, là, toute cette partie beige circonvolutionnée, que réside l'essentiel de nos neurones en plusieurs couches de neurones, donc plus cette partie sera importante, plus on aura de neurones et donc de capacités. Alors ici, ce document représente les 2 aires, l'aire motrice et l'aire sensitive. Comment on a fait pour cartographier ces 2 parties? Ma foi, on a stimulé et demandé à quelqu'un son ressenti. Ce qui fait que petit à petit, on a construit une représentation de ces aires motrices, de la zone motrice et de la zone sensitive, et on a produit ce qu'on appelle un homunculus moteur et un homunculus sensitif. Donc voilà l'homunculus moteur en stimulant toutes ces parties-là, et en regardant quelles parties du corps sont concernées. Et là, vous voyez, il y a toutes les parties du corps à peu près représentées. Vous remarquerez une importance particulière de la face et de la main, puisque plus il y a de neurones, plus la surface représentée est grande. Donc elle traduit une importance de la quantité de neurones qui permettent la motricité. Effectivement, chez l'être humain, la mimique, les expressions du visage sont significatives et il y a énormément de muscles ici qui fonctionnent. Puis là, la dextérité de notre main. Donc la même chose pour l'homunculus sensitif, il est un tout petit peu différent, mais on retrouve l'importance de la main et l'importance du visage. Donc voilà pour ces 2 parties qui représentent en fait la densité de neurones dans ces différentes zones. L'activité volontaire, la motricité volontaire que l'on a vu très rapidement, le contrôle de la commande volontaire avec le réflexe et ici quand le cerveau se met à fonctionner. Ce qui fait que on peut rapidement rajouter un neurone pyramidal qui descend et qui contrôle ce motoneurone.
Donc je termine rapidement, je n'aurai pas assez de temps. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.